Les réservistes opérationnels constituent un maillon essentiel des forces morales de la nation, indispensable dans le contexte actuel. Donc, la loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit à ce titre de doubler les effectifs pour atteindre un réserviste pour 2 militaires d'actifs en 2035, soit 300 militaires, dont 100 000 réservistes. Et je vais laisser la parole au général Gaspari, qui va justement vous présenter les dispositifs prévus. Merci, Madame la déléguée, de me permettre de présenter la garde nationale et puis surtout la politique partenariale que vous avez évoquée tout à l'heure de manière indirecte en parlant du plan PME et PEPS maintenant, puisque en fait les ETI, les PME et les startups, tout ça fait écho à l'activité principale de la garde nationale qui est de développer des partenariats avec les entreprises. Donc c'est vraiment une petite quinzaine de minutes que je vais prendre pour vous expliquer tout ça parce que ça a vraiment beaucoup de sens et beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Mais pour camper le décor, je vous propose de regarder une petite séquence vidéo, une petite capsule vidéo de présentation de ce qu'est la garde nationale. Alors, ceci me permet de camper le décor en fait, de ce qu'est la garde nationale. La garde nationale, aujourd'hui, est composée de 82 000 réservistes opérationnels. Ce sont des hommes et des femmes, des citoyens et des citoyennes françaises qui ont décidé de donner de leur temps aux côtés des forces armées et des forces de sécurité intérieure pour assurer la protection de notre pays et renforcer celle de notre territoire. Pour remettre les choses dans leur contexte, il faut revenir un peu en arrière. Le clip le présente, mais c'est les années 2015-2016, l'année zéro de la guerre nationale. Donc, l'État français, notre pays, est en état de choc, de sidération après la vague d'attentats terroristes qui a frappé notre pays. Le président de la République de l'époque, M. François Hollande, a décidé de créer le réceptacle de toutes les énergies nombreuses qui se sont manifestées, qui voulaient être utiles à leur pays, qui ne savaient pas quoi faire. Donc la garde nationale est née de ce principe-là. Et 8 ans après son existence, comme je vous l'ai dit, la garde nationale, c'est 82 000 hommes et femmes qui sont engagés au quotidien sur le terrain, aux côtés des forces armées et des forces de sécurité intérieure, pour assurer la défense de notre pays. Quels sont les grands déterminants de la garde nationale? Très rapidement, quelques chiffres, là encore, pour bien fixer les idées. 82 000 hommes et femmes, je vous l'ai dit. Plus de 7 000 réservistes sont engagés au quotidien sur le terrain aux côtés des armées, de la gendarmerie, de la police pour contribuer à la sécurité de notre pays.
Un réserviste opérationnel aujourd'hui de la garde nationale a en moyenne une quarantaine d'années. Il effectue en moyenne aussi 35 jours de réserve par an. Donc, c'est-à-dire qu'il travaille pour les armées et pour les forces de sécurité intérieure pendant 35 jours d'activité. Toutes les générations sont représentées au sein de la garde nationale puisque les limites d'âge 17-72 ans grâce à la loi de programmation militaire qui est entrée en vigueur le 1er août 2023. On a un tiers des réservistes qui ont moins de 30 ans. On a 15% qui sont des étudiants. On a un réserviste sur 5 qui est une femme, une jeune femme. Et retenez ce chiffre qui va être le fil rouge de toute mon intervention, de ma présentation. 1 sur 2, un réserviste sur 2 est un actif. C'est-à-dire qu'il travaille dans une entreprise ou un agent public, ou il est agent public au sein de la fonction publique. L'enjeu aujourd'hui pour le secrétaire général de la garde nationale que je suis, c'est d'accompagner le mouvement de doublement des effectifs des réserves opérationnelles initié par le président de la République au mois de juillet 2022. Tout ça est gravé dans le marbre dans la loi de programmation militaire, mais aussi la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Donc chaque année, on doit monter les effectifs de la garde nationale pour arriver en 2030 à une garde nationale composée de 160 000 réservistes opérationnels. 80 000 aujourd'hui, 160 000 demain en 2030. Et donc l'enjeu pour moi, c'est d'accompagner toute cette montée en puissance. Alors cette montée en puissance, elle est facilement compréhensible dans le contexte national et international que l'on traverse. Je vais prendre 2 secondes pour revenir sur le contexte national et le contexte international. Le contexte national, depuis 2015, il est émaillé d'un nombre incalculable de crises qui s'enchaînent, mais caractéristique apparue récemment, ces chaînes, elles ne s'enchaînent plus, elles se superposent. Donc les attentats terroristes, les tempêtes, Irma, évoquées dans le clip, la crise sociale des Gilets jaunes, la crise sanitaire de la Covid, les événements climatiques, les tempêtes qui ont dévasté Saint-Martin-de-Vésubie dans les Alpes-Maritimes, les cyclones qui frappent la Réunion, les feux de forêt dans le sud-ouest de la France récemment. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un contexte national qui est loin d'être apaisé, loin d'être tranquille. On a un contexte international aussi qui est troublé, qui devient incertain, avec le retour de la dynamique de force pour régler les différends entre les États. On avait perdu ça de vue, mais concrètement, confère l'Ukraine, confère le Proche-Orient, et tout ça fait qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de se réinterroger sur son modèle de réserve. Et ces éléments-là, contexte national, contexte international, expliquent à eux seuls qu'on est dans une phase de montée en puissance pour les réserves opérationnelles. Et pour faciliter cette montée en puissance, j'ai dans mes mains une compétence d'attribution qui est complètement singulière. C'est la capacité à développer des partenariats avec les entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises, les chefs d'entreprise sont ceux qui permettent à leurs salariés de concilier leur activité principale et leur engagement dans la réserve. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas raisonnablement penser que je vais contribuer à aider cette montée en puissance si je ne discute pas avec les employeurs, parce que c'est eux qui détiennent une clé de la réussite de la montée en puissance de la réserve. Alors, je propose de peut-être regarder une slide. Alors, on va passer ça, on en a parlé déjà. Le doublement, le x2. La slide suivante, voilà, c'est la politique partenariale. Donc la politique partenariale, c'est, je répète, cette capacité singulière dont dispose le secrétariat général de la garde nationale de tisser des partenariats avec les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, et qui permettent de créer des conditions favorables pour que les réservistes qui sont immergés dans les entreprises, qui travaillent dans les entreprises, puissent effectuer des périodes de réserve dans des conditions beaucoup plus faciles, beaucoup plus aisées, au profit des forces armées et des forces de sécurité intérieure. Et tout ça est motivé par le fait qu'un réserviste sur 2, comme je vous l'ai dit, est un actif. Alors, on a une double approche, en fait, pour réaliser cette montée en puissance. On a une approche par les territoires, une approche par les compétences. On va passer à la diapo suivante. Vous pouvez continuer encore. Voilà. En fait, l'approche par les territoires, l'approche par les compétences. En fait, ça veut dire qu'il y a des endroits sur notre territoire national qui ne verront jamais de couleur d'uniforme des armées, parce qu'il y a des déserts militaires. Et donc la réserve est un moyen de retisser du lien entre les armées et la nation. Et donc la politique partenariale
que je développe vise à recréer du lien, à remettre de l'esprit défense dans les territoires qui sont un peu oubliés en termes d'implantation militaire. Donc là, vous avez la carte de France sur laquelle on voit les partenariats qui sont passés, les partenariats qui existent. Donc il y a des tâches, enfin des couleurs plus sombres qui montrent qu'il y a beaucoup de partenariats, mais on a aussi des tâches beaucoup plus claires, ce qui prouve qu'on a une politique partenariale qui doit encore gagner des points dans certains territoires. L'approche par les compétences vise à aller chercher des compétences dans les entreprises qui sont rares ou critiques et dont les armées ne disposent pas. Donc aujourd'hui, clairement, ont été identifiés par le ministère des Armées des métiers en tension dans lesquels on a besoin de force, on a besoin de réservistes parce qu'ils détiennent ces compétences. Alors le métier du transport est un exemple, la cyber est un autre exemple, le service de santé des armées aussi fait part de moyens clairement identifiés. Et donc par le biais de la politique partenariale, par le biais des accords que l'on passe avec les entreprises, on a la capacité à aller tisser des liens privilégiés avec ces entreprises qui détiennent des savoir-faire. Alors à ce stade de mon exposé, il me semble intéressant de prendre un ou deux exemples pour bien illustrer cette approche par les territoires, cette approche par les compétences. Je vais commencer par les compétences. J'ai signé, il y a un peu plus d'un an, une convention de partenariat avec une entreprise spécialisée dans la pharmacie. C'est l'entreprise Roche, pour ne pas la citer. Et au départ, donc il y a un an, quand je signe la convention de partenariat, il n'y avait que 2 salariés qui étaient réservistes. Aujourd'hui, un an après, il y en a 23. Donc vous voyez, ça a beaucoup de sens quand je dis que la politique partenariale constitue un véritable levier pour réaliser la montée en puissance des effectifs de la réserve opérationnelle. On passe de 2 à 23. Pourquoi ? Parce que les salariés de Roche détiennent des savoir-faire, notamment dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de la recherche et du développement, qui sont aujourd'hui utiles à la pharmacie centrale des armées. Quand on a signé cette convention de partenariat avec Roche, j'ai proposé au directeur général de prendre ces cadres qui étaient sur la voie de l'engagement, les emmener à la pharmacie centrale des armées à Orléans. Donc ça s'est fait au mois de mars 2023. Et le pharmacien central des armées a exprimé ses besoins. Il a dit, moi j'ai besoin de telles compétences, j'ai besoin de travailler dans telle direction. Et en face, parmi les cadres de Roche, il y avait l'offre qui était là. Donc on a fait coïncider, grâce à la convention de partenariat, l'offre et la demande. Et donc ceci explique qu'aujourd'hui, on est 23 cadres de Roche, de cette entreprise, qui soient sur le chemin de l'engagement. Il y a une petite dizaine qui sont déjà réservistes. D'autres, que j'ai vus en début de semaine, sont sur la voie de l'engagement. Donc le système est totalement vertueux. Après, dans cette approche sur les territoires, je me déplace régulièrement dans les territoires pour aller signer des conventions de partenariat avec des PME, des ETI, parce que ces entreprises-là représentent véritablement le paysage entrepreneurial en France. Et donc, on a besoin de tisser des partenariats avec ceux qui sont ancrés dans les territoires, parce que la réserve, notre réserve, elle est territorialisée. La garde nationale l'est également. Et donc, cet impératif d'être présent dans les territoires fait que je me déplace régulièrement pour aller signer des conventions de partenariat dans les départements ou les régions administratives. Alors, je prends un exemple pour illustrer mon propos. À la fin du mois de janvier, fin du mois de février, je me suis rendu à Nîmes, dans le Gard, pour signer une convention de partenariat avec une entreprise qui est spécialisée dans le milieu du transport. Donc l'armée de terre était particulièrement intéressée par ces compétences détenues par cette entreprise-là, spécialisée dans le transport de convois exceptionnels avec des conducteurs parfaitement aguerris. Et donc, cette convention de partenariat permet au commandement logistique des armées de pouvoir s'appuyer sur des compétences de réservistes en cas de difficulté. Au niveau macro, ce qui me semble intéressant de vous dire, c'est qu'on peut peut-être revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît. On a, depuis 2016, signé à peu près 1100 conventions de partenariat au niveau national, avec une moyenne chaque année de 120 lycées depuis 2016, 120 conventions qui sont signées chaque année. Et avec après la crise sanitaire du Covid, on repart une tendance à la hausse, avec une tendance à la hausse. En 2023, j'en ai signé 161 des conventions de partenariat, ce qui prouve qu'on a un engagement citoyen des personnes morales qui me semble de plus en plus important. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise aujourd'hui me disent, quand je les rencontre, moi je n'ai pas le temps d'être réserviste, j'ai ma boîte à faire tourner, mais en revanche j'ai un devoir en ma qualité de citoyen, compte tenu du contexte national et international qui est troublé, j'ai un devoir, c'est de soutenir mes salariés qui ont fait le choix de servir dans la réserve.
Et là, je reprends un exemple pour illustrer mon propos. Au mois d'avril, on a signé une convention de partenariat en présence du ministre des Armées chez Renault, avec M. Sénard, le président du conseil d'administration de Renault. Et M. Sénard a pris position devant ces réservistes, devant ces cadres, en disant je ne vous le dirai pas 3 fois, engagez-vous dans la réserve. Moi, en ma qualité de président du conseil d'administration de Renault, je vous soutiens et je serai toujours là pour que vous puissiez travailler au service des armées et des forces de sécurité intérieure. Vous voyez, l'engagement citoyen, il est bien réel. Les conventions de partenariat, donc 1100 à peu près, 70% signées avec des collectivités territoriales, 25% avec les collectivités territoriales et 5% avec les établissements d'enseignement supérieur. Collectivités territoriales, ce n'est pas suffisant. 25%, ce n'est pas suffisant. Un quart des conventions de partenariat signées avec les collectivités, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que les collectivités territoriales sont les premiers acteurs de la résilience dans les territoires. Quand aujourd'hui une difficulté arrive dans un territoire, les administrés, les citoyens se retournent vers leur maire en disant « Monsieur le maire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» Et la convention de partenariat permet au maire de savoir, de disposer des ressources d'agents publics qui sont formés pour gérer des crises, qui savent réagir en cas de difficulté, parce que les agents publics sont formés dans les armées, dans les forces de sécurité intérieure, donc ils acquièrent tous les actes réflexes du soldat, du policier, du gendarme, et donc c'est des éléments importants qui aident les collectivités à gérer des crises. Parce que les réservistes sont des citoyens augmentés aujourd'hui. Ils savent gérer des crises, ils savent réagir face à un événement. Et donc, quand on aide à gérer les crises, on aide sa structure, son organisation à être un peu plus résiliente. Je prends un exemple pour illustrer mon propos. J'ai signé il y a peu de temps une convention de partenariat avec une entreprise. Le dirigeant était là et ces réservistes qui appartiennent à sa structure étaient présents en tenue également. Et il a vu une de ses proches collaboratrices en tenue de sapeur-pompier de Paris. Elle était chef d'équipe à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et il a ouvert les yeux grands comme ça en disant « Mais je ne savais pas que j'avais cette pépite dans mon entourage ». Et en fait, il me dit chef d'équipe à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ça veut dire qu'elle sait réagir, ça veut dire qu'elle sait gérer une équipe, ça veut dire qu'elle sait manager, ça veut dire qu'elle sait diriger. Donc, cette découverte a été extraordinaire pour lui, parce qu'il m'a dit je vais maintenant m'appuyer davantage sur cette collaboratrice, parce que je sais qu'elle est dotée des qualités foncières dont j'ai besoin, et que je ne pensais pas qu'elle pouvait avoir. Les établissements d'enseignement supérieur constituent aussi une voie de progrès. Il n'y a pas assez de conventions qui sont signées avec les établissements d'enseignement supérieur. Pourquoi ? Parce que plus on va chercher et recruter des réservistes jeunes parmi les étudiants, l'expérience montre qu'on va arriver peut-être à les fidéliser dans le temps beaucoup plus facilement. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que la convention de partenariat, elle sécurise totalement l'engagement des réservistes, le statut juridique des réservistes. Elle reconnaît leur engagement au service de leur pays. Les réservistes peuvent faire avec les conventions de partenariat un nombre de jours de réserve qui est supérieur aux 10 jours imposés par la loi. De droit, un salarié peut aller voir son chef d'entreprise en lui disant « Moi, je souhaite faire une période de 10 fois un jour ou 2 fois 5 jours ». Et c'est un droit opposable, c'est-à-dire que le chef d'entreprise ne peut pas déroger à la règle. En revanche, avec les conventions de partenariat, on arrive à doubler ce nombre en moyenne de jours d'absence accordée. C'est-à-dire qu'un réserviste, il peut faire 20 jours de réserve avec l'accord de son chef d'entreprise sans être obligé de prendre sur ses congés, sur ses vacances, sur ses RTT, sur ses week-ends. Donc le contrat de travail n'est pas suspendu. Et aujourd'hui, une tendance, depuis que j'ai pris mes fonctions que j'observe, c'est que les salariés, enfin les chefs d'entreprise maintiennent la rémunération de leurs salariés lorsqu'ils font des périodes de réserve. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite aussi d'être souligné. Côté employeur maintenant, parce qu'il faut évidemment que notre dispositif soit gagnant-gagnant, totalement. Côté employeur, l'employeur fait un effort en augmentant le nombre de jours d'absence accordés, en maintenant la rémunération. Mais d'un autre côté, il y a 3 éléments extrêmement importants que je dois citer. Le premier élément, c'est qu'une entreprise qui signe une convention de partenariat avec la Garde nationale devient partenaire de la Défense nationale. Donc il y a un arrêté qui est publié tous les 2 ou 3 mois, qui mentionne les nouveaux partenaires. Et donc il y a un club des partenaires de la Défense nationale qui se monte. Et les entreprises qui en font partie se parlent pour évoquer des sujets d'importance, des sujets auxquels elles sont confrontées. Deuxième point, et c'est un point qui est extrêmement important dans le contexte actuel, c'est la RSE.
la responsabilité sociétale de l'entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de décembre 2023, il y a une directive européenne qui a été transposée en droit français, la CSRD, qui devient beaucoup plus exigeante en matière de déclaration RSE. Et le soutien aux politiques de réserve opérationnelle, quand on signe une convention de partenariat, ça devient un critère d'éligibilité à la RSE. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, aujourd'hui, ils peuvent l'indiquer dans une déclaration de performance extra-financière. Donc ça les rend plus vertueux. Leur engagement pour le soutien des réserves opérationnelles les rend vertueux. Et donc c'est RSE compatible. Le fait de maintenir aussi tout ou partie de la rémunération de son salarié lorsqu'il fait une période de réserve, c'est considéré comme du mécénat de compétences. Donc ça ouvre droit à des réductions d'impôts. Donc 60% des sommes versées aux salariés quand ils font des périodes de réserve, ça ouvre droit à des réductions d'impôts. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc en conclusion, la politique partenariale développée par le secrétariat général de la Garde nationale constitue un véritable levier pour augmenter les effectifs des réserves opérationnelles, tant au plan quantitatif qu'au plan qualitatif, y compris cet impératif que l'on a aujourd'hui d'aller chercher des métiers qui existent sur étagère dans les entreprises dont les armées ne sont pas nativement dotées. Et quand on fait ça avec cette politique partenariale, quelque part, on aide notre pays à être plus fort face à un événement qui pourrait survenir. Et donc, on contribue à rehausser ses forces morales parce qu'on a des employeurs qui s'engagent, on a des réservistes qui peuvent travailler beaucoup plus facilement pour les armées. Et donc, les forces morales de notre pays s'en trouvent accrues. Et in fine, c'est la résilience de notre pays qui également s'en trouve améliorée.